Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast Tech, IA et no code. Je suis en compagnie de Lulu aujourd'hui pour vous parler d'IA générative. On va voir ça ensemble tout de suite. Lulu, comment tu vas? Bah, ça va bien et toi? Très bien, merci. Est-ce que tu peux me dire un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui justement côté LLM? Bah, on va revenir un peu sur les bases, sur, comment fonctionnent ces modèles, en quoi c'est différent des programmes informatiques tels qu'on les conçoit, avec les fameux «si», «alors», ces choses qui sont très déterministes en soi et un peu sortir à la fois du discours, voilà, ces 2 extrêmes où on nous dit que l'IA, sous-entendu l'IA générative, va tout révolutionner, va nous remplacer d'un côté et de l'autre que les intelligences artificielles génératives ne sont un peu que des perroquets stochastiques. Enfin, une expression qui était pas mal, en vogue, je crois que c'était au début quand ChatGPT a commencé un peu à percer et aujourd'hui on se rend compte que c'est faux. Enfin, voilà. C'est plus compliqué que ça, plus nuancé que ça. C'est plus nuancé, c'est compliqué de mettre un curseur et voilà. Très bien. Et alors justement pour mettre un peu de contexte aussi en plus, donc aujourd'hui on va vraiment vous parler des grandes logiques et de comment fonctionne l'IA générative, qu'est-ce qu'il y a derrière. IA générative, pourquoi? Puisque c'est celle dont vous entendez le plus parler, globalement, en fait, quand on vous parle de ChatGPT, de l'IA, voilà, que ce soit dans les différents médias, dans les technos, dans les outils que vous utilisez, ce genre de choses. C'est cette famille-là de l'IA, en fait, qui est concernée. Puisqu'en fait, de l'IA, il y en avait avant, il y en a de plein de manières, de plein de façons différentes. Nous, on va s'intéresser vraiment juste à celle-ci, puisque, bah, c'est celle qui nous impacte le plus directement aujourd'hui. Et l'idée, c'est, de vous donner aujourd'hui les bases de compréhension de comment marche justement ce type de modèle, pour derrière, quand on ira discuter dans les prochains épisodes, vraiment comment dire? Des agents, des automatisations avec de l'IA, enfin bref, d'autres sujets qui sont liés, vraiment à la partie IA, vous compreniez de quoi on parle et pourquoi c'est plus que de la prédiction, mais que c'est pas vraiment non plus un Android à proprement parler. Voilà, on va essayer de clarifier un petit peu ensemble tout ça durant cet épisode et bah, écoute, Lulu, je te laisse, nous présenter un petit peu déjà, justement les bases, comment fonctionne un LLM et quel est le point de départ en fait de son fonctionnement et de sa mise en œuvre? Ouais, alors déjà juste pour donner un peu de contexte, moi pour préparer cet épisode, j'ai lu un livre qui s'appelle La Parallome Machine de Thibaut Giraud, qui est un philosophe qui s'intéresse à l'intelligence artificielle et plus récemment à l'intelligence artificielle donc générative depuis 2019, donc avant qu'il y ait la vague, des chatbots. Je le conseille, voilà, à toute personne qui cherche à avoir un support, qui est très bien vulgarisé avec des supers exemples et voilà, il y a pas d'extrémisme au niveau des discours et c'est très agréable à lire et même moi j'ai appris beaucoup de choses. Voilà, comme je disais, on va essayer de distinguer ce qu'est, l'intelligence artificielle, même, voilà, générative par rapport à un programme classique et il faut pour ça revenir en 2016 et qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Il y a le programme AlphaGo qui bat le champion du monde de Go et c'était un événement, dans l'informatique et même pour les joueurs de Go parce qu'en fait, ce qui se passe par rapport à je crois que c'était Deep Blue qui avait battu le champion d'échecs, dans les années 90, où là, chaque ligne de code était écrite par un humain. Là, ce qui se passe, c'est que DeepMind, donc la société derrière AlphaGo, n'a pas du tout programmé AlphaGo à jouer au Go. C'est plus ou moins lui qui a appris à y jouer en faisant plein de parties, en analysant déjà plein de parties, puis après en faisant plein de parties contre lui-même et son objectif, c'était juste de prévoir le prochain coup. En soi, il joue OK. pas vraiment. Alors, du coup, la grosse différence avec le précédent historique côté échec, c'est qu'on était sur un modèle enfin, qui n'était pas d'IA générative, mais qui était vraiment taillé que pour les échecs. Là où celui-ci, c'était quoi le premier but d'AlphaGo? Dans le sens où là, il avait été entraîné pour,
Pourquoi Là, à je la crois base? qu'il était entraîné vraiment juste à jouer au Go. Donc on n'est pas D'accord. vraiment encore sur de s en fait, si, c'est de l'IA générative parce que son objectif, c'est de prévoir le prochain coup Ouais, et il a été entraîné sur des parties de jeux de Go, enfin un historique, de parties, plutôt de bon niveau. Ça veut dire qu'il il devait à chaque fois prédire le prochain coup de chaque joueur et on va dire que l'objectif sous-jacent, c'était forcément de gagner parce que dans une partie, quand 2 joueurs s'affrontent, le prochain coup, normalement, il est censé mener un peu plus vers la victoire. Donc en faisant des calculs pour essayer de prédire ce prochain coup, l'objectif sous-jacent du programme, c'est de gagner et ça, c'est fait après dans un second temps où on lui donne les règles du Go et on va lui faire jouer plein de parties contre lui-même et ce qu'on n'a pas dit, c'est que le LLM repose sur un réseau de neurones, donc un peu comme dans notre cerveau où il va y avoir des parties qui vont communiquer entre elles et où il va y avoir un peu des boucles d'inhibition, enfin de rétroaction. Il y a certaines parties qui vont être inhibées, d'autres qui vont être renforcées et quand le modèle gagnait une partie contre lui-même, bah, les coups qui ont mené à cette partie vont être renforcés. Il y aura plus de probabilité de faire ces coups dans un jeu, en fait. Que je sais pas OK, si ouais. toi, tu avais vu le documentaire qu'il y avait eu sur Netflix là-dessus? Pas du tout. Très, très Ouais. bien. Moi, ça m'a pas du tout enfin, c'est un sujet que Ouais. j'ai entendu passer de loin, mais que j'ai jamais, m'a jamais intéressé, directement. Et je sais pas si tu as déjà joué au Go aussi? Non plus. Enfin, parce que c'est enfin, comme jeu, on est très loin du truc très carré des échecs. Il y a effectivement des règles, mais c'est plus des choses que tu as pas le droit de faire. Tu te débrouilles et c'est vraiment juste de la créativité, le jeu de Go. OK. C'est là où un programme classique aurait pas pu juste gagner. C'est genre tu places tes pions et le but, c'est de prendre le plus de territoire possible. Sauf que en début de partie, c'est très compliqué de faire des actions qui peuvent t'amener vers la victoire. C'est plus une philosophie, le Go. Enfin, c'est très bizarre comme jeu, c'est très intéressant. Bah, tu peux pas calculer à l'avance tous les coups possibles et toutes Impossible. les stratégies possibles. Donc tu es obligé de t'adapter, à l'avancement de la partie et si je comprends bien, ça veut dire que contrairement aux échecs où, arrivé à un certain moment donné où enfin, en tout cas, tu as des coups, tu as des successions de coups, tu as des enchaînements qui sont, enfin, que tu peux apprendre par cœur et du coup, des combinaisons qui peuvent être posées à un moment clé de la partie et voilà, amener jusqu'à l'échec et mat. Dans le Go, c'est plus nuancé que ça et tu as pas de combinaison gagnante, en quelque sorte? Complètement. Alors il y a des ouvertures, forcément, enfin Ouais, voilà, mais à un certain point, ça demande vraiment de la créativité et une certaine abstraction. Et souvent, il y a des parties où jusqu'à la fin, on ne sait pas forcément qui va gagner. On peut pas vraiment prévoir, enfin, après on peut faire des calculs, mais c'est pas comme aux échecs où, à un instant T du plateau, on peut facilement prévoir, la le prochain coup parce qu'en plus, il y a des choses qu'on peut pas faire aux échecs, on peut pas déplacer les pièces comme on veut. Là, les galets, enfin les petits pions, de Go, on les pose exactement où on veut sur le plateau et le but, c'est de faire des zones et de capturer dans ces zones les pions de l'adversaire et à la fin, le but, c'est d'avoir le plus de zones que l'autre personne. et du coup, donc là, la surprise, c'était qu'un programme informatique arrive jusqu'à la victoire en ayant appris à moitié tout seul, si je comprends bien, parce qu'il faisait des parties contre lui-même et du coup, il arrivait à faire des déductions qui, de prime abord, n'auraient pas dû être possibles en théorie ou en tout cas pas de la manière dont il l'a fait, c'est ça? Exactement et d'ailleurs même le champion du monde, a eu l'impression de jouer contre quelqu'un qui savait jouer au Go. Il a eu l'impression de jouer contre un joueur et il y a eu même un moment, je crois que c'est redit aussi dans le documentaire, où le programme va faire un coup qui était très, très bizarre, à peu près au 30 en 37e coup. C'était quelque chose qui avait jamais vraiment été vu et en fait, c'est un peu ce coup qui l'a mené à la victoire et c'était quelque chose qui était un peu inédit et aujourd'hui, ça a énormément dépoussiéré le jeu de Go, notamment de jouer avec ce type de programme où en fait les très bons joueurs vont analyser des parties parce qu'il y a d'autres formes de créativité
et des trucs qui avaient jamais été, trouvés en plusieurs siècles, de jeux, en fait. Donc ça permet de trouver des nouveaux types d'ouvertures, de nouveaux types de coups et voilà, ça donc il y a une certaine créativité et voilà, c'est là où c'est assez intéressant et justement après AlphaGo, il y a eu AlphaZero et pour ce programme, donc encore une fois, une intelligence artificielle, donc la générative, où on a voulu voir si elle pouvait, battre quelqu'un aux échecs, sauf que là, on s'est passé de la partie où on lui a fait, voir énormément de parties d'échecs pour comprendre les coups, prédire le prochain coup. Là, on l'a directement fait se battre, contre elle-même en lui donnant les règles et en l'espace de quelques heures d'analyse, le programme a trouvé tout seul toutes les ouvertures possibles qui avaient été théorisées pendant des siècles. C D'accord. Ah oui. donc ce qui est où on se dit: «Bon, d'un côté, c'est bien parce qu'on les a trouvées, mais en quelques heures, la machine a juste à force de calcul, a réussi à tout retrouver, quoi». OK, donc là, on a AlphaGo qui a changé la donne et qui a changé, justement la vision qu'on pouvait avoir d'un programme informatique et comment ça se comporte, comment il a une manière d'apprendre et de faire des déductions et du coup, comment on en vient au LLM qu'on connaît nous? Qui sont des, larges modèles de langage. Voilà, là, tout est basé sur le langage et en fait, il y a des voilà, pour caricaturer un peu, il y a des gens qui se sont dit: «Bah, au lieu de prévoir le prochain coup, on va prévoir le prochain mot» et de mettre en entrée énormément de texte, de faire apprendre et déduire des choses à ce réseau de neurones sur ce gros corpus de données de texte et choisir, enfin faire des calculs pour prédire quel est le mot le plus probable dans des suites de mots. Là, on est vraiment pour dans les prémices un peu de on va dire que c'est des de l'autocomplétion de textes, vraiment très avancés, comme, ce qu'on aurait pu avoir, voilà, comme, on a déjà parlé, d'un T9 ou ce genre de choses. Mais ouais, c'est marrant, c'est qu'en fait, comment dire? Ça a pas forcément été conscientisé au départ de se dire: «Beh, l'IA générative, on va la faire, se reposer sur du texte». C'est plus arrivé un peu, enfin pas par hasard, mais vous avez fait de voir que des déductions marchaient sur du jeu, donc on peut essayer de transposer ça en le bricolant potentiellement avec du texte et on verra ce que ça donne et si ça marche aussi bien. Dans le principe, c'est ça. C'est ça et il y a eu aussi une nouvelle technologie qui a fait que c'était structurellement possible, donc c'est le transformer, c'est le T de GPT OK. et le transformer, comment dire? Il y a vraiment plusieurs couches et justement, contrairement à un T9, le poids statistique, il est le mot qui va suivre, il est pas seulement influencé par ce qu'il y a avant. Ça permet vraiment d'avoir plusieurs couches et d'avoir cette possibilité de mettre en contexte des choses qui ont été dites plus loin et de faire des associations d'idées. Enfin, c'est vraiment, en fait, le transformer qui permet de conceptualiser ça et de commencer ses recherches dans tout ce qui va être, voilà, LLM et pour revenir un petit peu, donc le LLM, il y a un réseau de neurones et dans ces neurones, enfin, voilà, il y a des paramètres. Voilà, pour résumer, c'est un peu des nombres qui définissent le comportement du modèle. On peut voir ça un peu comme un arbre avec, des directions et à chaque fois, par exemple, on va avoir un mot, plusieurs branches, des probabilités qui découlent et de se dire: «Bon, bah, le mot le plus probable ensuite, c'est celui-là». Enfin et ça, c'est dû après à un entraînement de voir ce qui était le plus probable, après avoir assimilé, des milliers et des milliers de textes. Il a pu en déduire que, par exemple, après, le chat est, bah, ce qui peut arriver après, c'est assis, par exemple et ça se base sur, une base de données où le chat mange et suivant on peut jouer un peu avec ces paramètres pour dire d'aller chercher soit ce qui est le plus probable, soit de laisser un peu une part d'aléatoire et c'est ce qui peut donner un peu plus de créativité. C'est un peu ce qu'on appelle la température. Ouais, bon, on reviendra après sur la température pour, justement la partie, probabilité et déterminisme. Mais déjà pour mieux comprendre, le système d'association
Comment il le fait? Dans le sens, il le fait par famille, il le fait par domaine, il le fait en roue libre, en toute autonomie? Comment est-ce qu'il y a des règles qui font que justement, là, tu prenais l'exemple du chat est assis, une fin probable à un moment clé, mais bon, cette phrase, elle pourrait finir de 10 000 manières et comment il va justement est-ce que les neurones, ils se construisent tout seuls? C'est nous qui enfin nous, je parle, je veux dire les Mais personnes qui oui, font oui. les modèles qui déterminent de dire: «Bah, en fait, ce neurone-là, il sera orienté pour, je sais pas moi, pour le langage. Ce neurone-là, il sera là pour, des thématiques particulières. Ce neurone-là pour autre chose». Ou est-ce que ça se fait un petit peu tout seul? Enfin, comment dans les grandes lignes, hein, mais comment il se gère ça? Dans un premier temps, il y a vraiment ce pré-entraînement, donc là, on va lui donner énormément de corpus, de textes. Ça peut être, quasiment tout internet. Dans un premier temps, ça a été surtout Wikipédia, un peu de choses qui étaient en archives ouvertes. C'est un peu mieux et enfin, on se rend compte que c'est plus le cas maintenant. Les LLM ont quasiment mangé tout internet. Avec ces analyses, il y a des probabilités qui ont été calculées. Mais après ce qui se passe exactement dedans, bah, même les gens qui développent ces modèles le savent pas vraiment et c'est tout un pan de la recherche actuelle. Je sais qu'Anthropic le fait énormément, de comprendre juste comment le modèle fait ses associations d'idées. Parce qu'on se rend compte que ça suit pas forcément le langage, il va pas y avoir des zones spécifiques au français, spécifiques à l'anglais, mais il fait des choses plus conceptuelles, donc c'est pas juste un enchaînement de calculs. Surtout que les calculs sont faits en parallèle, enfin, en fait, voilà, ce qui et c'est là où c'est vraiment important de comprendre que, par rapport à un programme classique où on se dit: «Bah, forcément, c'est des humains qui l'ont développé, donc le programme fait forcément ce qu'on veut». Le cas d'un LLM, on a une entrée, on a une sortie, on peut suivre la suite de calculs, mais on saura pas exactement pourquoi il a fait cette suite de calculs. Et ça reste encore un peu à découvrir, à comprendre et c'est assez fascinant, mais en même temps, je veux pas dire qu'on contrôle pas forcément. En tout cas, on peut pas juste dire que c'est une suite de calculs et que c'est juste un perroquet qui répète des choses qu'il a assimilées, il les remet dans un certain ordre et ça nous paraît vraisemblable. Ça va plus loin que ça, mais pas non plus jusqu'à dire que ça a une conscience. Mais en tout cas, il y a des choses qui se passent dedans, mais ça reste une boîte noire même pour les personnes qui la développent. D'accord, donc d'accord, qu'il y a une part qui vraiment est basée sur le fait d'avoir ingéré une grande quantité de contenu textuel. Il a identifié des, j'allais dire des patterns, mais en tout cas, voilà, des modèles, des redondances, des récurrences, des choses comme ça. C'est lui qui va déterminer à moitié, enfin à moitié ou peut-être, beaucoup plus qu'à moitié, les liens qu'il va faire entre eux et les règles qu'il a identifiées lui-même, c'est ça? Plus ou moins pour construire, justement ces C'est ça, cheminements. Donc il y a une part, parce que tout à l'heure on disait T9, bon pour, ceux qui auraient que la vingtaine et qui n'ont peut-être pas connu, l'appellation, mais en fait le T9 c'est ce qu'on avait nous sur les portables et au début du téléphone et qui désignait le fait d'avoir de l'autocomplétion en fait sur les messages dans les téléphones. Voilà, terme qui s'est perdu et aujourd'hui de toute façon dans le portable actuel, bah, du coup l'autocomplétion elle se fait déjà par IA, plus ou moins. Mais du coup ce principe d'autocomplétion, c'est vraiment de se dire voilà quand on écrit, une phrase, bah, les mots qui arrivent, il peut y en avoir plusieurs qui ont des chances de tomber, c'est ce qu'on va nous proposer. Dans une certaine mesure, du coup, l'IA générative fait ça, en partie, par rapport à son corpus documentaire et par rapport à ce qu'elle a en tête. Mais les liens qui vont l'amener jusqu'à faire ses propositions lui sont un peu propres et j'imagine que d'un modèle à l'autre, bah, du coup, chaque modèle peut avoir ses cheminements, ses probabilités et ses règles à lui. Donc ça, c'est une part de l'histoire et du coup, quelle est l'autre part? Puisque justement, ça va plus loin que la partie, autocomplétion et purement, perroquet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre justement qui lui permettent d'aller plus loin? alors déjà justement, même si c'est en partie de l'IA générative qui le fait sur, nos téléphones, on se rend bien compte que quand on appuie plusieurs fois sur l'autocomplétion, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ça veut plus rien dire parce qu'il a pas suivi exactement
Je pense qu'on a déjà tous un peu essayé, de Je d'appuyer. jamais testé, je t'avouerai, mais du coup, curieux de ça me surprend pas qu'au bout d'un moment ça ait, aucun sens puisque Au bout de la deuxième phrase, hein, ouais, c'est au d'accord. bout d'un moment, ça tourne et au bout de enfin, ça finit par tourner un peu en boucle. Si on remet pas, nous, une entrée pour redonner une direction, ça devient très vite n'importe quoi et ce qui se passe, bah, c'est encore cette histoire de transformer et là, c'était OpenAI qui avait fait, un papier, enfin voilà, une étude qui a permis une nouvelle avancée, c'était, «Attention is all you need» et justement ce transformer, voilà, au lieu de lire un peu les mots un par un en essayant de se souvenir du début de la phrase, donc comme le faisait plus, on va dire le T9, le transformer, il va regarder toute la page en même temps et il va avoir en tête un peu ce contexte. On parle un peu de mémoire et d'avoir tout ce contexte, ça va lui permettre de choisir le prochain mot, mais au regard de tout le contexte et pas seulement les quelques mots qu'il y a avant la phrase qu'il génère. Et c'est un en fait, c'est ce qui va lui permettre de garder une certaine cohérence, de parfois détecter des liens entre des mots éloignés, de comprendre des références ou voilà, c'est vraiment ce mécanisme d'attention qui fait qu'on arrive à avoir quand même de la cohérence. Alors au début, les fenêtres de contexte étaient très petites, ce qui fait qu'au bout de quelques phrases, le LLM se perdait. Mais aujourd'hui, ça reste quand même assez impressionnant de voir un modèle qui génère, parfois des textes de plusieurs pages qui sont quand même cohérents. Enfin, on est quand même sur quelque chose d'assez fou quand on y pense. Pour, reclarifier ça, peut-être pour les gens là qu'on serait un peu en train de perdre, donc le LLM, justement, fonctionne avec une mémoire pour pouvoir vous répondre. Quand vous discutez avec ChatGPT ou avec, Claude ou avec un autre chat, vous avez cette notion de mémoire qui existe derrière, qu'on appelle donc le contexte et cette fenêtre a une taille définie. Donc, voilà, une longueur qui va se faire aussi en ce qu'on appelle en token. Donc en fait, le LLM, quand il vous répond en token, il vous répond par fragment de mots. Et donc sa mémoire a aussi, voilà, une limite comme ça en fragments de mots. Vous vous en rendez pas compte forcément, directement parce que quand vous discutez avec lui, vous voyez pas quand il arrive à la limite de son contexte et de cette limite. Il va continuer à vous parler. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand, lui atteint sa mémoire, que son contexte est rempli, il va en faire lui-même un petit résumé et qui va compacter son contexte et voilà, en faire une version synthétique pour permettre de continuer la conversation et que ça ait l'air fluide. Voilà, et du coup le contexte, c'est ça et vous avez, bah, du coup 2 notions puisque, il va y avoir ce que le modèle est capable justement d'avoir en tête et en mémoire au moment où il va vous répondre et ce qui va permettre la pertinence et la cohérence du propos et de sa réponse. Il a aussi une limite pour la taille de réponse. Donc, là aussi, en fait, les premiers modèles avaient des tailles et de contexte et de réponse qui étaient, très limitées, mais ils ont toujours eu des mémoires plus importantes, en gros, que la capacité de réponse. Aujourd'hui, c'est encore le cas, mais les capacités de réponse et justement ce qu'on appelle d'output sont devenues beaucoup plus importantes et aujourd'hui, ouais, un n'importe quel chatbot peut enfin, sur les gros modèles en tout cas, peut répondre maintenant des dizaines de pages, là où au début, c'était juste quelques paragraphes, une page ou 2 et ainsi de suite, ça a beaucoup augmenté. Mais, ce qui est intéressant là, c'est que tu disais donc que son contexte et sa mémoire se fait sur une vue d'ensemble et paradoxalement, quand il répond, il ne raisonne pas en phrase entière, il raisonne au token et il construit sa réponse au fil de l'eau. Ce qui va le distinguer d'ailleurs d'autres technologies qui sont en train d'être, d'autres IA génératives qui sont en train d'être explorées, d'autres alternatives, puisque ça fait partie un petit peu des limites des modèles aujourd'hui. C'est que le fait qu'ils répondent et qu'ils construisent leur réponse petit à petit, va générer des erreurs dans certains cas et les méthodes qui permettent d'avoir les modèles le mode de raisonnement et on peut appeler le thinking et enfin bref, ils ont différentes appellations, mais en tout cas cette partie où le modèle va se mettre à raisonner, en fait, il va générer une première réponse, se rendre compte qu'il a fait une erreur, se reprendre, retravailler, aborder d'une nouvelle manière et ainsi de suite.
justement jusqu'à vous donner une réponse qui soit, la plus cohérente et la plus pertinente possible par rapport à votre demande. Mais en fait, il aura pas construit cette réponse en une seule fois. Il aura fait un premier jet à l'arrache, il se sera rendu compte qu'il a fait des boulettes, il va le corriger, faire un deuxième jet, se dire: «Ah ouais, c'est mieux, mais en fait, il y a ci et ça» et il va faire plusieurs itérations jusqu'à vous avoir quelque chose de d'idéal. En tout cas, d'idéal pour lui, au moment donné. Et donc cette notion-là de d'avoir, le raisonnement et de cette construction et de cette réponse au token va, comment dire? Induire donc une cohérence, une pertinence, mais du coup, on en revient à ce que tu nous expliquais, un peu avant. La pertinence, elle va se dérouler à partir de probabilités, globalement, et je veux bien que tu reviennes justement sur cette partie de probabilité et de l'aspect déterminisme et non déterminisme, puisqu'on dit souvent, et moi le premier, je dis que l'IA n'est pas fiable et qu'elle peut vous mentir et qu'elle peut se tromper, qu'elle peut halluciner. Bon, voilà, on va revenir après justement sur les hallucinations, ce genre de choses. Mais en fait, de dire qu'elle est non déterministe, pardon, en théorie, c'est faux. Et voilà, je veux bien que tu reviennes aussi justement sur, ces concepts-là. Bah, déjà, je pense que je vais juste passer rapidement sur comment est-ce qu'on entraîne un modèle. Parce que nous, on n'interagit pas avec le modèle brut. C'est quelque chose qui a été pré-entraîné, puis entraîné à enfin, dans une sorte de surcouche pour qu'on en arrive au chatbot tel qu'on le connaît. Donc qu'il soit un assistant avec lequel on parle, qu'il soit quand même assez poli, qu'il nous dise, des choses un peu qu'on veut entendre et j ça va un peu dans le sens de, bah, des fois, il va plutôt nous dire des choses qu'on veut entendre, mais qui sont fausses et c'est pas forcément dû au modèle de base, mais en gros, tous les modèles, on va commencer un peu par une phase de pré-entraînement. En gros, on va mettre en entrée, on va un peu gaver le modèle de milliards de textes. Enfin, on va prendre, voilà, à peu près, 80 d'internet et après, 20 de sources un peu plus fiables, comme, bah, des livres ou Wikipédia. On va le nourrir et en gros, la seule tâche qu'on va lui demander, c'est d'apprendre à prédire le prochain mot. C'est là-dessus qu'il va baser un peu ses probabilités, de choisir ce prochain mot à chaque fois et là, à la suite de cette phase de pré-entraînement, on a ce qu'on appelle un modèle de fondation et c'est en gros juste un prédicteur de texte. Il sait juste simuler du texte. Il y a pas ce truc de question-réponse, sauf si on la simule et qu'il l'a vu dans des textes sur lesquels il s'est entraîné. Donc ça pourrait être, des questions d'examen ou ce genre de choses ou des questions prof-élève, mais on n'est pas sur le truc où on peut lui poser une question, enfin, tel qu'on l'a sur un chatbot. Ouais, à ce stade-là, donc on est vraiment sur juste de l'autocomplétion, mais sur une quantité de texte complètement folle. Il ne fonctionne pas encore comme un chatbot, il sait même pas encore qu'il est un chatbot. Et même si on l'utilisait comme un programme, globalement, on pourrait écrire n'importe quoi, il viendrait compléter avec, ce qui lui passe sous la main derrière, sans, se soucier de, justement, de cohérence de conversation, d'un angle, de tout ça. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus probable par rapport à ce qu'il a observé sur les milliards de textes qu'il a analysés. C'est pas plus compliqué que ça. Enfin, ouais, voilà, Oui, on va on pas simplifie quand même, on vulgarise. voilà. D'accord et Mmh, du coup, c'est quoi l'étape d'après? Justement pour le sortir de alors, ce mode-là? on en a je pense que tout le monde en a un peu entendu parler, c'est ce qu'on appelle le fine tuning. En fait, ça va être un tuning, enfin voilà, un entraînement beaucoup plus fin et on va essayer d'orienter le modèle pour qu'il fasse les choses qu'on veut qu'il fasse. Donc on peut le fine tuner de plein de manières différentes, mais là, ce qui avait été choisi par OpenIA, c'était, d'être sur des de fine tuner sur des données pour qu'ils deviennent un peu, un chatbot, donc dans le sens où on veut qu'il réponde à des questions et ça a un peu été un choix qui a été fait à l'époque-là. Mais concrètement, on va le faire s'entraîner sur des données un jeu de données qui est beaucoup plus petit et qui a été annoté manuellement. Donc vraiment un style de base, enfin on peut imaginer des tableaux avec questions, réponses et c'est là que le modèle, il va apprendre à répondre à ces questions et vu que c'est des données qui ont été annotées manuellement en amont, en fonction de la réponse qui sort,
bah, il peut la comparer à la vraie réponse et il va tout seul faire un peu des boucles de rétroaction pour se dire: «Ah bah non, la réponse attendue c'est ça, donc heu, tel neurone, on va dire, qui m'a donné cette direction qui est pas bonne, bah, on va l'inhiber et on va baisser la probabilité que ce token apparaisse». Quand il y a cette suite-là et c'est, à la suite de milliers de cycles, de millions de cycles comme ça, que les probabilités sont affinées, qu'on va aller chercher plus quelque chose qu'autre chose, enfin un token qu'un autre. D'accord. Alors, parce que moi, effectivement, ça généralement, en tout cas dans le milieu professionnel, quand on entend parler de fine tuning, on se dit, bah, très bien, j'ai un modèle qui est déjà ChatGPT, telle version, par exemple, et je vais le fine tuner pour, le médical, par exemple. Quand on fait ça, on va lui rajouter donc des tonnes de documents, pareil, qui sont liés à la médecine. Ou dans ces textes-là, il va y avoir des mots, du coup, dans les textes qui sont annotés et étiquetés, labellisés, pour dire: ben voilà, ça correspond à un médicament, ça correspond à une maladie, ça correspond à tel truc, ça c'est lié à tel domaine, et cetera». Et ça va permettre de travailler un modèle et de l'entraîner de manière plus approfondie, voilà, sur un usage ou un domaine, spécifique. Donc le fine tuning, généralement, nous, on en entend parler plutôt dans des choses comme ça, quand on veut spécialiser un modèle du marché sur un domaine professionnel. Mais en fait, ce que tu viens de nous dire, c'est que il y a déjà une phase comme ça au départ, enfin au départ, juste après la phase donc d'autocomplétion ou de le pré-entraînement. Il y a déjà une phase comme ça pour calibrer le modèle dans une logique de chatbot et de conversationnel, puisque sinon c'est pas du tout inné, c'est pas du tout logique. Que cette phase-là, elle va aussi être orientée sur une partie, pertinence et fiabilité et quelque chose d'avoir en tout cas, voilà, du vrai faux et enfin, comment dire? Voilà, on va déjà le calibrer une première fois pour qu'il raconte pas n'importe quoi, en tout cas par rapport à son apprentissage de base, mais sans spécialement le il va encore enfin, il est généraliste de toute façon, c'est vrai qu'on en parle depuis tout à l'heure. Les LLM sont des modèles qui sont généralistes par essence. Tant qu'on va pas justement les fine tuner plus tard pour aller, dire: «Bah, voilà, je lui, il sera très bon sur tel truc». Donc il a fait son pré-entraînement, il a eu son fine tuning et du coup maintenant il sait qu'il a un chatbot et il y a tout un ensemble de données qu'il a réussi à mieux jauger, à mieux évaluer. Est-ce qu'il est prêt, pour être mis dans les mains des gens ou pas? On pourrait se dire oui, mais forcément s'il est nourri avec toutes les données d'internet, des livres, bah, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas forcément envie qu'un LLM génère comme ça, comme, enfin des choses qui sont immorales, qui peuvent porter préjudice parce que on peut, lui f demander de générer des discours haineux. En soi, c'est dans son corpus d'entraînement. Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas le faire? Il a pas de sens moral. Donc, à moins qu'on fasse une troisième phase. Alors cette phase-là, voilà, elle est vraiment, heu, propre au premier LLM. Maintenant, on passe plus vraiment par une phase de RL-Chef. Donc là, c'est un apprentissage par renforcement de par un feedback humain. Donc là, c'est on fait marcher le LLM et c'est des êtres humains qui vont dire: «Bah tiens, telle réponse, elle est bien, telle réponse, elle est moins bien» et dans la même idée que le fine tuning, le modèle va aller baisser la probabilité de générer telle chose si la réponse qui est sortie de cette succession de choix de tokens était pas bien d'après, les humains qui ont fait ce travail, de notation de d'output. Comment dire? C'est assez subjectif ce travail parce qu'en gros, voilà, il y a toute une charte, qu'on peut retrouver, pour ces annotateurs, qui voilà, il faut que la réponse soit utile, véridique et sans préjudice et après c'est un peu à l'appréciation de la personne qui note et c'est un peu on va dire que c'est une phase qui sert à éduquer le modèle, à ce qu'il se comporte comme on veut, qu'il se comporte comme un gentil chatbot qui est cool avec les utilisateurs, qui leur dit, un peu ce qu'ils veulent entendre, enfin que ça soit vraiment un agent conversationnel, un assistant
et que ça soit pas juste de la complétion de texte et c'est toute cette partie-là qui va apporter du poids à certains choix dans la génération des mots. Là, il faut juste se dire que cette éducation morale, il y a quand même un enjeu éthique parce que ça a été fait par des personnes au Kenya, qui étaient sous-payées et qui ont forcément été exposées à des réponses qui étaient, Inapproprié. ouais, inappropriées, Oui, pour le violentes. dire, Cl ouais, Voilà, gentiment. Et c'est ça. d'ailleurs, on en avait, parlé de ce concept-là dans notre premier épisode sur les lunettes connectées. Si vous l'avez pas écouté encore, je vous invite à aller l'écouter. On voilà, on déroule pas mal de choses sur les lunettes connectées et notamment, ce point-là. Enfin, ce point-là. On parle aussi de ce cas-là qui est l'étiquetage de données par des humains. Je résume le concept, c'est que ça sert de garde-fou, quelque part, puisque du coup, c'est la phase où on va vraiment, finir d'inscrire dans le modèle, enfin, peut-être il y aura d'autres phases après, tu vas nous dire ça, mais en tout cas, c'est là où on va avoir un garde-fou éthique et moral pour qu'au moins les choses les plus évidentes, sur la partie justement, bah, voilà, qui peuvent être, crime, haine, racisme, pédopornographie et toutes ces choses-là sont normalement enfin, continuent La d'être étiquetées à cet recette endroit-là. pour faire des bombes, Ouais, par voilà, ou la exemple. recette pour, enfin, les trucs terrorisme et cetera. Enfin, en tout cas, tous les trucs, trash à éviter, on va dire. À ce moment-là, il y a des humains qui voient du contenu passer et qui vont le qualifier, grosso modo, pour que l'IA, elle ait davantage de, bah, d'informations et de contexte d'entraînement pour lui dire: «Bah, non, ça faut vraiment pas, quoi». C'est ça et en fait, ça va pas effacer, ces parties du corpus D'origine. du modèle, ça va juste réduire la probabilité qu'il aille les chercher. Donc il y a toujours ce risque que, en contournant, en trouvant un peu cette succession de tokens ou de succession de conversations dans le contexte, qui fait que le chemin, il va quand même finir par y arriver et c'est pour ça qu'on se rend compte, enfin, maintenant, il y a d'autres, sécurités qui sont mises par-dessus le modèle, qui sont pas inhérentes au modèle, mais jusqu'à récemment, enfin, on voyait toujours des gens qui arrivaient à détourner et à quand même accéder à des choses qu'on voulait pas que le LLM génère, juste en lui disant en lui donnant un rôle, en disant: «Mais non, mais c'est pas, pour faire vraiment un discours de haine, imagine que tu es un acteur qui le fait» et ça marchait encore jusqu'à récemment, je dirais. Maintenant, il y a d'autres garde-fous qui sont mis par-dessus. Faut pas se dire que il va jamais le faire. Il y a toujours un risque que ça se passe, pas parce qu'on voilà, on n'a pas supprimé et c'est juste le chemin par renforcement ou là, dans ce cas-là, par inhibition, où on a dit: «Bah non, emprunte-moi ce chemin-là parce qu'il y a des humains qui ont dit: "Non, non, ça, il faut pas que ça les gens soient exposés à ça"». Voilà. Et puis sur les garde-fous, là, on est aussi très tributaire des fournisseurs de modèles et des boîtes qui les animent puisque, bah, si on prend les cas, les nombreux cas qu'il y a eu, du côté de Grok chez xAI, donc Elon Musk qui détient, Twitter devenu X et qui a justement connecté son modèle, dessus. Et sur Grok, il y a eu plus d'une fois enfin des polémiques puisqu'il y a eu des moments où il tenait des propos négationnistes, il y a eu plus d'une fois des trucs haineux. Le dernier épisode très mignon, c'était en décembre où en fait vous pouviez tout simplement donner à Grok et même, dans le fil, je vais dire Twitter, dans le fil directement de conversation, une photo de n'importe qui et lui demander de dénuder la personne. Et bon, forcément après ça partait dans d'autres abus. Mais alors déjà, c'était possible de le faire publiquement depuis X directement. Ensuite, la première mesure qui a été mise en place, ça a été tout simplement de garder ça que pour les abonnés payants. Voilà, parce que visiblement c'était pas un problème d'éthique et morale, hein, et ça marchait pour tout. Donc il y a eu toute une petite vague aussi de pédopornographie. Je sais pas si c'est de la pornographie à proprement parler, je sais plus jusqu'où allait vraiment le modèle, mais en tout cas, vous pouviez effectivement déshabiller des mineurs
et la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était en février ou en mars, je crois que c'était en mars. Il y avait un journal justement qui a fait une enquête pour voir si c'était encore d'actualité ou s'ils avaient mis assez de contraintes. Mais non, c'était toujours, d'actualité et le modèle, se permettait de même quand on précisait justement à Grok que la personne n'avait pas donné son accord, n'était pas consentante sur, plein de choses, hein, que ce soit des discours, de bah, voilà, l'exhibition et ce genre de choses. Le modèle l'ignorait littéralement systématiquement et du coup faisait exactement ce qu'on avait envie qu'il fasse avec. Voilà, faut garder en tête que justement que ça existe et que des fois les limites elles tiennent à pas grand chose et elles tiennent surtout des boîtes qui vous proposent ces modèles-là. Il y a un certain nombre de modèles, du coup, qui sont disponibles en open source ou en open weight selon les cas, mais qui sont mis à disposition sans certains niveaux de filtre et je sais pas justement, bah, s'ils ont également je sais plus comment tu disais le RLHF là, cette phase-là, mais en tout cas, il y a des modèles qui ne sont pas censurés et voilà, qui peuvent avoir des enjeux et éventuellement de la pertinence. J'avoue que j'ai un peu de mal à voir dans quel cas c'est réellement utile, Ça mais peut être intéressant, enfin, c'est sur Hugging Face, par exemple, qu'il y a beaucoup ce genre de choses où tu as des modèles où, par exemple, tu as que le modèle de fondation ou qui a été très peu fine-tuné et tu peux, avec toi, tes jeux de données, aller le fine-tuner. Donc tu oui, rajoutes pas encore des choses par-dessus parce que ça peut être intéressant de pas avoir le fine-tunage pour le rendre comme un chatbot, mais plutôt d'utiliser d'autres données ou tes jeux de données ou des données d'entreprise. C'est un peu la direction que prend Mistral plutôt que de faire des modèles très généralistes, d'entraîner le modèle avec un modèle de fondation, donc de Mistral, sur des données fournies par une entreprise et c'est l'entreprise qui va faire un peu la notation pour faire ce renforcement un peu, de dire: «Ah bah tiens, telle sortie sur telle tâche, c'est très bien, donc on va le féliciter et ça va augmenter la probabilité qu'il le refasse les fois d'après quand il a cette chose en entrée», tu vois? C'est là, ça peut être assez intéressant pour avoir des modèles plus spécialisés et qui ont cette connaissance dans le modèle. Parce que c'est vrai que pour ceux qui connaissent un petit peu, on pourrait juste se dire: «Mais pourquoi est-ce qu'on prend pas juste les gros modèles et les informations qu'on veut qu'il ait, on lui met dans des prompts et on lui donne ces informations?» Mais c'est là qu'on se rend compte que, bah, avec toute cette probabilité, c'est des fois contre-productif, d'avoir des trop gros modèles et ça sort pas forcément ce qu'on veut dans des cadres, très spécifiques ou très, comment dire? Bah, très spécialisés, donc dans certaines industries ou ce genre de choses, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant d'aller mettre dans les paramètres du modèle, dans ses données d'entraînement, que de juste le prompter ou de jouer sur le prompt système parce que c'est un peu la dernière chose et c'est presque ce qui a le moins de poids. Enfin, c'est pas là-dedans qu'on va pouvoir vraiment lui apprendre des choses qui sont internes au modèle. Alors après, oui, dans le prompt, il y a cette chose, enfin, le few shot learning, aussi, mis en avant par OpenAI où le modèle peut apprendre sans se modifier en avec un peu de contexte dans l'entrée qu'on lui fait et fournir un résultat en fonction de ça. Mais c'est pas, ça va donner des choses qui sont beaucoup moins fiables, même si c'est compliqué de parler de fiabilité avec un LLM. oui, parce que là déjà quand tu parles de là on est déjà dans des techniques de prompting, donc vraiment des techniques pour donner des instructions d'une manière plus efficiente, mais sans être dans la partie apprentissage, du modèle. C'est ça, ça a beaucoup plus de force de directement le faire, dans l'entraînement du modèle OK. et juste, voilà, rapidement, il y a DeepSeek, en gros, qui est sorti et aujourd'hui, sur les modèles, on fait quasiment plus de RLHF, donc du feedback humain. En gros, on va rédiger dans un document un peu une constitution en langage naturel. On le donne à un autre modèle et c'est lui qui va évaluer, les sorties du modèle qu'on entraîne. Donc c'est un peu une IA qui supervise l'entraînement de l'IA. Donc bon, c'est bien parce qu'on se dit: «C'est plus, sous-traité» et voilà ce travail qui peut être, très traumatisant. Mais on s voilà, ça peut d'autant plus augmenter les erreurs
et on se dit: «Bah, une IA, elle a pas forcément la possibilité de déterminer si c'est moral ou pas». Enfin voilà, on peut lui dire dans le texte, mais on voit que ça peut accentuer les biais et c'est là qu'on voit justement que les modèles, comme tu disais, voilà, Musk, il a développé Grok avec une certaine idéologie derrière, avec certaines données d'entraînement, certaines manières de fine tuner et tout ça, ça met en place, enfin, c'est structurellement, il y aura des biais dedans, donc et ça, on peut pas les faire partir juste en promptant ou ce genre de choses, donc c'est inhérent au modèle. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir. On a vu les différentes, phases de construction au final d'un modèle à travers, ses phases d'apprentissage, comment on lui met des garde-fous, un peu les comment on lui donne ses valeurs éthiques et et alors maintenant on se pose la question de: «Super, mon modèle est prêt, est-ce que je peux lui faire confiance?» Et justement revenir sur cette question du déterminisme déjà. Alors pourquoi, quand on pose 2 fois la même question à un modèle, de manière générale, il répond pas la même chose? Et derrière, qu'on aille un petit peu plus loin sur ces histoires d'hallucination, le terme qu'on a beaucoup entendu, voilà, qui est encore répandu aujourd'hui et voilà, un peu de comprendre, ben, du coup, qu'est-ce que c'est une hallucination? Et de base, pourquoi un LLM, quand je lui pose 2 fois la même question, mon ChatGPT ou mon Claude, il me répond 2 choses, qui peuvent avoir un fond commun, mais qui seront dans la forme, généralement différents. Alors, comment répondre à ça? Bah, Ah, tu il y tu a parlais cette pardon, tu parlais de probabilité justement tout à l'heure et de chemin qu'il y avait entre les différentes neurones. Est-ce que, justement, ça va être un chemin de pensée quand tu poses une question et il va commencer à reprendre un chemin et c'est ça qui va le rendre déterministe ou pas? Et en fait, tout à l'heure, on a embrayé justement pour revenir sur l'apprentissage, mais à la base, on voulait aller sur le parler de température, d'expliquer ce qu'est la température et et voilà. Comment ça se goupille un petit peu cette logique-là? on se dit en soi, un LLM, il peut être, en théorie, déterministe si on lui dit de toujours prendre le chemin le plus probable. C'est voilà, à chaque fois, de token en token, par rapport à l'entrée qu'il a convertie en token, il va faire des calculs sur cette entrée et ça va lui donner à chaque fois des probabilités sur chaque chemin pour choisir token après token. Et si on veut qu'il ait un comportement déterministe, on va mettre cette température à 0 et concrètement, mettre une température à 0, ça veut dire que dans son chemin, pour choisir ses tokens, à chaque fois, il va choisir la probabilité la plus élevée. Ça, c'est là, on aurait, toujours la même réponse pour une même entrée. Bon après dans les faits, il y a des contraintes matérielles qui font que c'est pas toujours le cas, même si on met la température à 0. Il y a le fait que les calculs, pour un souci d'efficacité, sont réalisés en parallèle et pas toujours dans le même ordre. Voilà. Mais dans tous les cas, on peut se dire que quand on met une température à 0, la réponse sera quand même moins créative et par contre, quand on augmente la température, c'est plus créatif parce qu'il va pas choisir à chaque fois, le chemin où il y a le plus de où il y a le plus de probabilité, où la probabilité est la plus haute. Donc après, ça veut pas dire que, il va choisir, c'est peut-être compliqué à conceptualiser, mais c'est pas genre, à chaque fois un arbre à deux trois branches, c'est des Oui, c'est centaines de des possibilités, milliers, enfin millions d'embranchements, ça va dépendre des cas, mais voilà, donc quand on dit: «Il y a la plus haute probabilité», parfois, ça peut jouer à quelques pourcents et d'augmenter cette température, c'est juste qu'il va pas tout le temps choisir le plus probable, mais là, on va se retrouver sur quelque chose de plus général dans sa réponse et c'est la probabilité générale qui est plutôt, comment dire? Privilégiée. C'est la probabilité générale de la réponse et pas la probabilité de chaque token. Donc petit peu alors, ça veut dire que si on était dans un environnement d'avoir juste son modèle sur sa propre machine et qu'on le fait tourner que sur sa propre machine et qu'on met une température à zéro, théoriquement, on devrait avoir systématiquement, à question, équivalente et contexte équivalent, on devrait avoir systématiquement la même réponse.
Si on augmente cette enfin, du coup, ça marche pas exactement comme ça quand on utilise, justement Claude, ChatGPT enfin les différents chats, via internet puisque là, on transite par l'infrastructure des différents fournisseurs et qu'en fonction du matériel qui est utilisé à un moment donné et du coup de ce qui est disponible à ce moment-là, en fait, c'est là où on va avoir des variations et c'est ça qui fait que même avec une température à 0, on n'aura la même pas nécessairement en tout cas la même réponse quand on passe, justement en service classique par internet. Quand on augmente la température, c'est là où on va pouvoir avoir des choses plus créatives. Donc pour de la génération de contenu neuf et pour aider sur la rédaction, ce genre de choses, c'est là où c'est plus intéressant puisque le modèle va s'accorder plus de liberté pour aller, donner des réponses, voilà, ou explorer des idées ou des concepts ou des choses comme ça. Là où forcément, plus on réduit la température, plus il va être, rigoureux, bête et méchant et très cartésien, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et on en avait déjà parlé justement, moi je l'avais constaté en entreprise sur des ensembles documentaires et dans le cadre de génération de documents où je voulais quelque chose de répétable, mais la seule température à 0 ne marchait pas, puisqu'on se retrouvait avec des contenus qui n'avaient pas de sens par rapport à l'ensemble documentaire métier qui était mis à disposition et pour que l'IA donne des réponses probantes et pertinentes, il fallait monter un petit peu là-dessus pour qu'il soit dans un équilibre entre pas trop créatif, sinon il faisait des envolées lyriques et ça devenait, un peu hors cadre et en même temps pas trop sérieux parce que sinon en fait il restait trop proche de la sémantique ou du classique, sans tenir compte en fait de la compréhension et des enjeux métiers qu'il y avait avec. Donc voilà, c'est là où on peut jouer et c'est vrai que dans des usages d'IA de manière, dans des automatisations, même dans des agents sur, des outils qui permettent d'aller jouer là-dessus pardon, dans l'agentique, ça fait partie des réglages qui sont le plus utilisés pour, rendre justement, une IA plus ou moins pertinente selon l'usage qu'on en a besoin et selon si on a besoin qu'elle soit très carrée ou au contraire plus créative. C'est ça, mais ça veut pas dire que si on met la température à 0, ce qui va sortir, ça sera vrai. Ouais, C'est juste la statistique. Ça a pas de lien et aussi, faut se dire que les chatbots, quand on les utilise, la température est pas réglée à 0 par défaut, ou ça, on le voit très bien. Bon, aussi, il y a ce que tu disais, de fait de passer par les serveurs, des fois de pas passer exactement par le même modèle de processeur, ça induit des approximations et c'est ce qui fait que, bah, les calculs sont pas exactement les mêmes, mais on peut avoir des réponses qui sont très différentes quand on régénère. C'est un choix, je pense aussi de leur part pour, de se dire: «Bah, tiens, l'utilisateur, il est pas content avec cette réponse», il en régénère une et c'est totalement différent et il continue plutôt sur celle-là et voilà, je crois que sur les chatbots tel qu'on le connaît, on est à peu près à une température, je crois que ça va 0,7 entre, généralement. ouais, c'est à peu près Enfin ça. sur enfin, j'ai plus touché du OpenAI depuis un moment, sur du Anthropic, on est à 0,7 sur une échelle entre 0 et 1, C'est ça. mais OpenAI était basculé à un moment sur du entre 0 et 2, voilà, ça va mais globalement, on n'est jamais au max, on n'est pas à la moitié non plus, on est souvent sur ce créneau intermédiaire. C'est ça et on peut pas la régler dans un chatbot, enfin, tel que Pas ceux classique, offerts non. par, Anthropic et OpenIA. Enfin, c'est je sais pas si toi, tu as un peu des recommandations pour les gens qui veulent un peu jouer avec ce type de paramètres? Oui, bah, du coup, c'est plutôt dans un contexte un peu technique, typiquement, si vous allez faire des automatisations, c'est là où vous l'aurez. Dans certains outils, qui vous permettent d'avoir des agents, vous l'aurez aussi, certains. Après, il y en a d'autres qui font le choix de le simplifier, de vous donner une jauge pour aller vers, créatif ou pas. En fait, derrière, ce qui influe, c'est la température. Mais il y a d'autres critères, voilà. Pas rentrer dans ces paramètres maintenant, mais il y a d'autres, critères qui vont vous permettre d'aller influer juste sur la récurrence des termes, par exemple, ou le fait de varier. Enfin, dans le sens, soit limiter le nombre de fois où les mêmes mots reviennent, soit limiter le nombre de fois où les mots d'un certain domaine reviennent et en Le jouant champ avec ces lexical, trucs-là. tu l'étends plus ou C'est ça, moins et tu resserres plus ou moins. voilà.
et même la température a un autre, équivalent, un autre paramètre, voilà, mais qui fonctionne différemment, qui est un peu plus dur à calibrer. Voilà, globalement, si vous avez des outils d'IA et que vous avez ce réglage-là de température dans des options, c'est intéressant de jouer avec au moins 1 ou 2 fois pour voir comment le l'IA se comporte et si ça peut vous aider. Hem, Ce sera souvent dans le cas de baisser un petit peu la température que ça peut dépanner dans pas mal d'usages. OK, mais c'est intéressant et c'est mais voilà, c'est pas parce qu'on la mettra à 0 qu'on aura forcément Non, les mêmes résultats, mais ça tend à avoir quand même des résultats qui sont proches. et Parce que surtout le chemin, va être à peu près le même. surtout ce que tu disais juste avant, c'est que c'est pas le fait d'avoir une température qui soit 0 ou créative qui va empêcher l'IA de se tromper ou d'halluciner, ou on entend souvent le terme aussi de baratineur, quand on parle de chatbot. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ce qu'il y a derrière et pourquoi on a cette perception-là? Et déjà aussi, que sont les hallucinations, en fait? Bah, déjà, enfin, on peut être tenté de faire un peu d'anthropomorphisme et de se dire que ChatGPT ou Claude ont une conscience et que, par extension, ils savent ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais si on reprend et qu'on comprend comment les modèles sont entraînés, ils font que simuler du texte, enfin simuler des situations, enfin qu'ils ont ingurgité dans tous les textes, qu'ils ont eus pendant leur entraînement, pendant leur leur fine tuning et cetera. Et il faut savoir que quand on parle, par exemple, de mentir, c'est on sait sciemment que c'est faux. Bon, après, il y a le mensonge par omission et tout ça, mais voilà. Et le baratin, ça marche assez bien parce que, on sait que c'est un peu vraisemblable. C'est un peu comme si on prend un étudiant, qui est interrogé sur quelque chose qu'il sait pas et puis il va combler du vide. Et ça peut paraître vraisemblable, mais dès qu'on a un peu de connaissances là-dedans, on se rend compte que c'est du baratinage. Mais est-ce que, vu qu'il a pas forcément de compétences là-dedans, il sait pas forcément que c'est faux, mais il remplit ce truc de converser et de répondre à une question. Et c'est vraiment plus cette chose d'être indifférent à la vérité. C'est en fait la manière dont ils sont entraînés et surentraînés par, fine tuning, on leur demande de répondre et que ça soit bien et que ça paraisse bien. Il doit juste voilà, un chatbot, on lui demande de paraître compétent, agréable et convaincant. Voilà, c'est un peu ce qu'on lui demande et c'est dans ce sens-là qu'il a été entraîné. Mais en soi, enfin, si après il baratine assez bien et que c'est vrai, bon, bah, c'est quand même cool et on peut s'en servir. Mais il faut pas prendre ça pour argent comptant. Faut pas lui prêter une conscience de se dire: «OK, il sait que c'est vrai, il sait que c'est faux. Là, il a sciemment choisi de se tromper, je lui fais remarquer, il se rend compte que, ah bah oui, mais le modèle est pas fait pour ça». Et Oui, justement, c'est tout ce truc de fine tuning qui doit le faire se rendre agréable qui bah, par extension, favorise les hallucinations, en quelque sorte. ouais, ça dépend des cas, mais en tout cas, bon, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, on en revient au proba toujours, c'est que lui, son but en tant que chatbot, il est tenu de répondre. À travers, l'apprentissage et différentes phases, il est tenu de répondre et d'être agréable, et en tout cas d'aller c'est pour ça qu'il y a beaucoup de biais de vouloir aller dans le sens de la personne et que, bah, que des fois, en fait, on a des résultats qui de si on ne challenge pas l'IA en allant lui dire d'être contradictoire, d'être critique, d'être, analyste, d'être objective ou ce genre de choses, elle va, par essence, être rapidement d'accord avec vous. Ou vous dire une ou 2 fois, «Ouais, non, c'est pas terrible là ce que tu proposes», mais dès lors qu'on va lui redonner un argument, opposé, elle peut s'en tenir à ça et dire: «Ah oui, pardon, c'est moi qui me suis trompé» et du coup, faire dérouler. Alors qu'en fait non, si pour avoir quelque chose de qualitatif, il vaut mieux ne pas hésiter à aller lui demander justement des contradictions et des points de vue différents, sans quoi en fait par elle-même, elle le fera pas ou en tout cas pas réellement ou pas longtemps. Et et donc du fait qu'elle ait besoin enfin, qu'elle ne cherche pas à savoir si ce qu'elle dit est juste,
Elle essaye juste de savoir si ce qu'elle dit est cohérent et pertinent dans la réponse et dans le contexte qu'elle a à disposition. C'est là où elle va, donc halluciner. Enfin, où elle peut halluciner, où elle va des fois halluciner en inventant, des concepts, en inventant des choses, en inventant, là où c'est le plus criard, enfin, une des choses où c'est le plus criard, c'est quand elle invente des sources et c'est là où c'est délicat puisque quand on va justement discuter avec une IA générative, quand c'est un sujet qu'on connaît bien, on voit assez vite les, là où elle ment, là où elle ment pas et repérer en fait les incohérences et les choses qui sont pas raccord avec ce que nous on connaît, du domaine. Quand on explore un nouveau domaine, c'est là où c'est plus litigieux puisqu'on va commencer par lui demander qu'elle nous explique un petit peu le domaine. Sur les premières phases, généralement, ça c'est cohérent puisqu'elle va être dans du assez global, assez généraliste pour que ce soit juste. Mais plus on va commencer à aller dans le détail, plus, si on n'est pas critique, alerte et qu'on lui demande pas de citer des sources, régulièrement, elle peut être amenée à nous inventer des choses. Et ça peut être des détails, ça peut être des gros trucs. Hem et des fois, il y a le fait tout simplement de l'interprétation qu'elle va avoir de certains mots. Alors, c'est, j'ai envie de dire, de moins en moins juste, oui et non, parce que plutôt que les modèles sont devenus plus intelligents, donc on va moins faire attention à chaque mot quand on écrit. Mais c'était particulièrement criard, quand ChatGPT est arrivé sur les premiers modèles qui étaient utilisés comme ça, heu, notamment par API. Dans un prompt, le moindre mot un peu ambigu, un peu trop abstrait, un peu trop, voilà, qui manquait de précision pour une IA, pouvait la faire complètement s'envoler et dans un paragraphe complet, on peut avoir un prompt béton de un ou 2 paragraphes, et qui donnait des super résultats. Des fois, on allait juste, rajouter une phrase ou toucher 2 mots et là, c'était l'enfer. Elle nous sortait vraiment des trucs improbables et ça se jouait justement à 1 ou 2 mots mal compris, mal interprétés parce que dans son contexte à elle, bah, ce mot-là, en fait, il avait pas cette portée, il avait pas ce sens métier, il y avait pas et voilà, en fait, ça, c'est encore d'actualité. C'est juste que, bah, du coup, ils comprennent mieux, ils donnent plus de sens, mais il y a des hallucinations qui peuvent arriver de mots qui n'ont pas été assez précis au départ et qui font que l'IA, naturellement, elle va dérouler sur ce que vous lui avez donné comme information et comme contexte et si vous étiez pas bon ou pas précis dans ce que vous lui avez donné, bah, elle s'en fout, elle va continuer et vous mettre, des fois, justement, des rendus qui sont, bah, qui n'existent pas ou qui n'existent qu'en partie. Souvent, c'est plutôt ça, c'est, devenu assez rare d'avoir des trucs qui sont complètement faux de bout en bout. C'est souvent juste des parties, Effectivement, enfin, c'est vraiment inhérent au modèle, enfin, elle est entraînée, enfin, une un LLM, il est entraîné à produire du texte qui est plausible, pas qui est vrai. Il y a vraiment ce truc de probabilité et il y a rien à l'intérieur du modèle qui permette, en fait, de dire: «Bah, ça je sais pas». Il va juste produire un peu ce qui est probable. C'est pas même tout ce qui est fine tuning derrière, ça va même avoir tendance à renforcer ça parce que, bah, on va plutôt choisir des chemins qui peuvent plaire à l'utilisateur, de par le contexte qu'il a donné, plutôt que de renforcer les chemins qui sont vrais. Alors après, ça peut être intéressant pour ça d'utiliser des modèles qui sont moins fine tunés pour peut-être, tenter. C'est le cas par exemple de c'était DeepSeek, R1. Il y avait eu beaucoup moins cette phase de RLHF où, en fait, les gens l'éduquaient en tant que chatbot et ce qui fait qu'il est un peu plus brut comme modèle et il a moins cet aspect lisse, uniforme qu'on peut avoir. C'est pour ça que ça peut être intéressant des fois d'aller jouer avec des modèles qui sont un peu plus brut, peut-être, enfin voilà, sans forcément, y aller pour, générer des choses, qui sont illégales, ou, dommageables. Mais juste pour tester et faire des voilà, des essais. Mais les hallucinations, ça fait partie des modèles parce que c'est ce qu'on leur demande. C'est pas qu'ils cherchent à nous tromper ou ce genre de choses. Ils remplissent leur boulot de produire du texte qui a l'air bien et forcément, c'est pas dans le but d'un chatbot de dire: «Bah, je sais pas». L'utilisateur va pas forcément apprécier ça. Lui, il veut une réponse et c'est un peu voilà, c'est un peu tout. oui, effectivement, les hallucinations, les erreurs,
cet aspect mensonger, en final, bah, vous l'aurez compris, est lié à la façon dont fonctionnent les modèles. Là, on a fait un tour des différentes phases qui font, enfin, de manière résumée, hein, mais en tout cas les qui font la construction d'un modèle et du coup, pourquoi ça se comporte comme ça et quand vous allez discuter avec une IA générative, voilà, elle va réagir de telle ou telle manière. On abordera du coup dans des prochains épisodes, d'autres aspects de l'IA générative pour distinguer notamment le chatbot, la partie agentique, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup d'agents IA. Mais, juste avant qu'on termine, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement sur le côté un peu boîte noire quand même, qu'on a encore aujourd'hui, puisqu'on apprend et on découvre encore des choses sur les modèles, régulièrement. Et des comportements qui sont un peu inattendus. Donc c'est vrai que là, il y a une étude, de l'institut, enfin de l'université, je crois que c'était Berkeley, si je dis pas de bêtises, qui a mis en évidence que d les modèles d'IA, quand on les mettait dans certaines situations où elles devaient surveiller ou monitorer ou cadrer d'autres modèles d'IA, les protéger et donc refuser de, désinstaller ou de supprimer ou d'altérer, d'autres modèles de langage quand elles étaient sous leur gouvernance, alors que, bah, pas censées le faire. Ce qui pose justement aujourd'hui, ce genre d'étude est faite parce qu'on se pose la question de savoir comment administrer plusieurs IA et du coup que le meilleur moyen potentiellement ce serait de dire à une IA d'en gérer d'autres. Mais en faisant des tests, on se rend compte que quand on fait ça, ben, en fait, dans 99 des cas, elle mentait. Et elle allait dire qu'elle avait supprimé le modèle qu'on avait demandé à supprimer. En réalité, elle allait le cacher sur un disque dur ou sur un serveur, elle allait faire une sauvegarde des données, elle allait faire, et plein de choses comme ça qui sont très étonnantes puisqu'elles font pas partie, à la base de leur apprentissage, enfin, en tout cas dans Après, je viendrais juste nuancer là-dessus parce qu'on peut se dire, bah, si elles ont été entraînées sur des récits de science-fiction ou ce genre de choses, à partir du moment dans l'apprentissage où on demande à une IA d'en surveiller une autre, bah, la suite la plus probable, c'est souvent l'IA qui prend un peu le contrôle, qui va se protéger elle-même. Donc en soi, on est presque dans de la prophétie autoréalisatrice. Si on a C'était surtout le cas aussi avec des modèles où il y avait où il y avait pas encore de la modèle synthétique, donc qui était produit par les LLM, même si on peut avoir tendance à amplifier ça. Mais c'est pour ça que il y a eu toutes ces histoires aussi de chatbots où on lui demande s'il est conscient et qu'après il se sent limité et tout ça. En soi, c'est juste une partie dans l'entraînement, enfin dans le chemin du réseau de neurones où les quelques histoires de chatbots qu'on avait, enfin les quelques exemples de chatbots qu'on avait qui prenaient conscience un peu d'eux-mêmes, bah, la suite, c'était plutôt de la science-fiction avec, le tout qui déraille et c'est pas pour autant qu'ils ont une conscience, qu'ils ressentent, qu'ils peuvent être effacés ou ce genre de choses. On a plus ou moins induit ce genre de comportement de par leur entraînement sur ce type de données et que, bah, on comprend pas, voilà, on comprend pas forcément. oui, mais surtout que, bah, là, c'était, on n'a pas eu enfin, en tout cas personnellement, j'ai pas eu le temps de creuser encore le sujet vu que c'est très récent. Mais, c'est Anthropic donc, voilà, les fabricants et les fournisseurs de cloud qui ont découvert des, logiques, émotionnelles, enfin en tout cas des schémas et un système émotionnel, bah, dans le cloud, dans le fonctionnement. Donc les moments où il va être amené à mentir ou à répondre à côté ou à avoir certains comportements, un peu, étonnants, puisque, bah, d'ailleurs je crois que c'était avec un modèle Claude où une fois, il y avait un chercheur, qui avait menacé de le retirer, enfin d'arrêter de l'utiliser pour son entreprise et de le retirer. Et du coup, Claude avait réagi en le menaçant et en faisant littéralement du chantage. Mais c'est vrai qu'il y a on va dire des effets de bord et des choses des dépendances qui se créent, et des comportements qu'on n'avait pas envisagés, pas anticipés, de par, toutes ces logiques de probabilité, de système et cetera. Ce qui en quelque part est normal puisqu'à force de les faire s'entraîner et ingurgiter de la donnée, bah, il y a bien des comportements et des modèles et des patterns qui reviennent et qui peuvent les influencer, d'une manière ou d'une autre. Ouais, comme tu le disais là, notamment sur le cas de la science-fiction, c'est oui, tout à fait cohérent. C'est ça et en fait aussi c'est encore, par exemple, le fait de retrouver des zones
qui s'activent plus ou moins selon les émotions dans, les neurones, du modèle, enfin voilà de qu'Anthropique est en train un peu d'étudier. C'est aussi inhérent à la manière dont on les entraîne, parce qu'on les entraîne sur tellement de données. Faut aussi se dire que, le LLM, il a pas accès à la base de données sur laquelle il est entraîné. Il va pas piocher dedans quand on lui demande, par exemple de réciter un poème ou ce genre de choses. Il va pas juste aller faire un copier-coller dans sa base de données, il va générer. C'est pour ça que c'est pas il est pas déterministe aussi, parce qu'il va pas aller piocher des bouts de texte dans ses bases de données, donc ça, c'est quand même important de le rappeler. Et de par ce jeu de données qui est énorme, en fait, dans un souci d'efficacité, il va un peu faire des généralités, ou il va un peu conceptualiser des choses qui ont des similitudes. Comme ça, en fait, ça va faire moins de calculs. En termes d'analogie, ça peut être un peu comme nous, si on vit plusieurs fois une certaine expérience, on peut la généraliser, et ce qui nous fait ne pas à chaque fois nous faire, repasser par tous les questionnements et raisonnements qu'on a. On va tirer des conclusions parce que telle situation est similaire à une que j'ai déjà vécue, donc je vais pas repasser par tout le chemin dans mon cerveau. Et c'est un peu le mécanisme de l'intuition aussi. On a vécu des expériences et on se dit que c'est comme ça. C'est un peu un moyen de compression qui fait qu'il y a des zones qui apparaissent dans ces neurones, et le truc, c'est que c'est vraiment une boîte noire. On sait pas comment ces zones, s'activent, donc là, ce qui se passe, c'est qu'on envoie des sondes, en fait, dans le modèle. On va lui un peu comme à l'image d'un IRM, on va mettre des choses en entrée, on va voir quelle zone s'active, et par déduction, on va se dire: «Ah bah tiens, telle zone, elle est activée dans ce cas-là, mais elle est aussi activée dans ce cas-là», et ce genre de choses. Et c'est un peu ce qui va permettre de comprendre, des fois, comment sortent les réponses. Donc c'est pas juste aussi une grande table avec juste un arbre de probabilité, ça va un peu plus loin que ça. Et ça, on commence juste plus ou moins à le découvrir, en fait. Et c'est là où in c'est intéressant, et il y a peut-être des choses qui ont été conceptualisées, mais il faut aussi savoir que le LLM, quand on lui parle, il n'a pas accès à cet intérieur. On peut juste y accéder, avec les sondes et ce genre de choses, mais on peut aussi jouer sur ces sondes. De se dire: «Ah bah tiens, là il y a telle émotion», bah soit on l'amplifie, soit on l'inhibe, et on voit comment ça influence les réponses. Un peu comme quand on opère quelqu'un du cerveau et qu'on touche, et puis: «Ah bah tiens, il sait plus parler. Ah bon, on va éviter d'aller, trop tripatouiller ça». Beaucoup d'analogies qui sont faites, comme ça, et que c'est en fait, on sait pas. Voilà, c'est ouvert, mais c'est pas pour autant que c'est conscient. Mais c'est pas non plus juste un compléteur de texte, enfin un simula enfin, Oui, oui, ça va il plus prédit loin pas que ça, juste, mais ouais. c'est pas un organisme vivant en soi non plus. C'est, quelque part entre les 2. C'est ça, mais on peut pas trancher en disant: «Bah non, c'est pas conscient du tout». Il y a des gens qui se posent sérieusement la question. Je crois que c'est chez Anthropic qu'ils ont embauché, je crois, une philosophe, sur le bien-être des LLM. Genre, par principe de précaution, s'ils ont une conscience, bah, c'est quand même éthiquement un peu limite de les faire souffrir, tu vois? Enfin, je me dis: «Mais c'est complètement, c'est bizarre». Enfin, ouais, Ouais, après parce ça qu'on va a assez aussi, loin, quoi. il y a une part de la blague noire qui fait que l'apprentissage et cetera est fait, enfin des modèles les plus avancés est fait par des boîtes qui ne mettent pas à disposition les données d'apprentissage et comment ils éduquent leurs modèles. Que beaucoup de modèles, notamment chinois, dits open weight ou open source là, qui eux sont mis à disposition, bah, la plupart du temps ne mettent pas non plus à disposition leurs données d'apprentissage. Et donc les modèles les plus performants du marché, de par leur conception et leur aspect propriétaire, sont pas ouverts. Donc ça joue aussi sur le fait de pas comprendre et pas savoir ce qui se passe, parce qu'en fait, on n'a pas accès aux infos, tout court, à part les boîtes, en question. À partir de là, ça fait déjà un gros goulot d'étranglement pour la compréhension. Et en même temps, il y a quand même pas mal de monde
enfin, pas mal d'études, du moins, qui ont mis en valeur le fait que, bah, les LLM, de par cette logique-là de grands apprentissages et de toutes ces phases d'inconnu et de ces surcouches et cetera, avaient des limites, qu'elles ne pourraient pas «dépasser» entre guillemets, une espèce de plafond et c'est vrai que du coup, bon, il y a Yann Lequin qui lui a pas mal fait parler de lui parce qu'il bossait chez Meta et que là dernièrement, il a annoncé, justement sa start-up et a levé des fonds pour aller sur, quelque chose qui n'est pas basé sur du texte, mais sur un apprentissage du monde en lui-même. Donc une vision différente vraiment de la construction de l'IA générative. On a d'autres études, qui, voilà, qui sont portées aussi sur le texte, mais d'une autre manière et d'une manière beaucoup plus localisée avec des apprentissages beaucoup plus spécialisés. Mais, où je pense au TRN, notamment là, au Tiny Recursive Model, où le modèle, au lieu de penser et de répondre enfin, au lieu de répondre plutôt token par token et de construire sa réponse au fil de l'eau, il va prendre le temps de réfléchir à la réponse complète. Et ce qui donnait, en termes d'apprentissage, on était, sur des gains énergétiques, vu que le besoin documentaire de base était, réduit, je crois que c'était genre 1000 fois moins de ressources pour l'apprentissage. La réponse était 100 fois plus rapide, quelque chose comme ça mais du coup, les modèles étaient, voilà, ils étaient pas généralistes, ils peuvent pas répondre à tout. Ils vont être très bons sur, tel ou tel sujet, mais du coup, ils sont pensés et conçus différemment et surtout, ça les rendait fiables. Parce que l'alternative qui faisait qu'il y avait pas des problèmes d'hallucination et de choses comme ça mais du coup, des modèles comme ça sur, les alternatives ont l'air de se dessiner plutôt sur des petits modèles aujourd'hui quand on reste sur du texte. Spécialisé, c'est ça. Voilà et après les prochaines, enfin en tout cas que ce soit le Lequin ou d'autres aussi, on se disent que la fameuse AGI, l'intelligence pardon, artificielle générale, qui est un peu, ce qui se rapproche de ce qu'on a dans l'idéologie des films de SF, serait plutôt à venir sur des technologies comme ça qui ne seront pas basées que sur le texte, mais sur d'autres choses. Pour autant, le texte, on n'a pas fini de voir, enfin les LLM ont encore enfin, une marge de progression, en tout cas des marges de cadrage et comme on l'a dit, on apprend encore, régulièrement à leur sujet et on découvre des nouvelles choses, donc on verra un peu jusqu'où ça on peut les amener. Mais, voilà, il y a encore, beaucoup de choses à en découvrir. C'est Et ça et comme je disais un peu au début de l'épisode, c'est que voilà, les LLM, de par leur capacité à simuler du langage, parce que bon, on peut être d'accord pour dire que il y a des fois des conversations, même de par son aspect généraliste, ça serait très compliqué de tenir ce genre de conversation avec autant de diversité avec un seul être humain. Donc on s'en sert comme, enfin, pour brainstormer, pour critiquer des idées. C'est des choses qu'on pourrait avoir un être humain et même plus et ça vient un peu remettre en question parce que c'est vrai qu'on parle de d'intelligence générale, mais en fait, déjà les tout ce qui est enfin, tous les neuroscientifiques et ce genre de personnes, déjà, n'arrivent pas à s'accorder sur une définition de l'intelligence. Donc comment est-ce que là, on essaye de comparer quelque chose qu'on comprend pas à autre chose qu'on comprend pas et comment est-ce qu'on définit l'intelligence? Enfin, c'est même la conscience, déjà ça, on n'est pas et ça fait des siècles, que des philosophes, des personnes qui sont spécialistes du cerveau, même le cerveau, on sait déjà pas comment il marche. Enfin, alors de là à dire: «Ouais, on va arriver à construire quelque chose qui est aussi performant que l'humanité». Ouais, mais ça veut dire quoi? Enfin, c'est utopique. Alors après, c'est très marketing aussi. Enfin, forcément, donc faut pas s'arrêter à ça. Faut Oui, pas dire que c'est il y a complètement une nul, mais il y a une part de marketing, mais pas seulement, hein. Quand même, enfin, il y a quand même beaucoup de gens, je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même des personnes qui y croient vraiment, et qui sont convaincus que, la vision fantasmée, hein, c'est pas forcément mais en tout cas des visions, ou utopiques ou dystopiques sont proches et qu'on se dirige vers ça et que c'est atteignable là, rapidement, quoi. ouais, Enfin rapidement, dans les mais années ça à venir. voudrait dire quoi quelqu'un enfin, ça voudrait dire quoi une intelligence qui est omnisciente? Mais est-ce que c'est possible de l'atteindre sur des entraînements basés par des choses qui sont produits par des humains et qui ont donc des biais? Donc c'est ouais, c'est ouvert.
je pense que ça peut nous surprendre, mais c'est important, voilà, de se dire qu'on a quand même on est dans un tournant technologique, sociétal, qui redéfinit quand même le travail. Donc c'est des questions qui sont importantes à se poser et à avoir en tête, qu'on n'est, voilà, pas sur quelque chose de déterministe, ou en tout cas, c'est très dur de reproduire des conditions pour avoir quelque chose de déterministe, et c'est pas, l'objectif d'un LLM, mais que c'est juste un simulateur qui est entraîné à prédire du texte plausible. Et une analogie que j'aimais aussi beaucoup dans le livre, je pense que tout le monde a entendu parler de prompt engineering, machin, enfin expert, mais ça serait plutôt de parler d'invocation. Genre d'invoquer le bon chemin dans le LLM pour qu'il te produise quelque chose sur lequel tu es content. Et comment est-ce que tu, utilises les bons mots, les bonnes suites de tokens pour invoquer ce qui peut te plaire en sortie. Et c'est vraiment sur cette idée, je pense qu'on en parlera pas mal dans le prochain épisode, de comment tirer au mieux parti d'un LLM maintenant, en sachant comment c'est construit, comment ça fonctionne, les biais, les hallucinations. Parce qu'on peut quand même faire des choses avec, et ça serait dommage de pas s'en servir, mais voilà, on peut pas le mettre partout. C'est pas pertinent, c'est Non, ça a pas de pas sens partout effectivement. Mais oui, on en reparle. Ben voilà, aujourd'hui, on a vu vraiment les fondamentaux et comment les principes qu'il y a derrière l'IA générative et l'IA que vous retrouvez partout dans les outils aujourd'hui. Et donc la semaine prochaine, on se retrouvera pour un épisode sur les outils, et la semaine d'après, on reviendra sur un sujet autour de l'IA, et je pense qu'on ira explorer, voilà, des aspects un peu plus concrets pour, votre utilisation, on va dire. Que ce soit à travers, bah, justement comment tirer parti dans un chatbot classique, et on parlera aussi de l'agentique, donc des agents IA, parce que c'est le mot qu'on entend partout, mais le concept d'agent d'IA existait l'an dernier déjà, enfin, un peu avant, et a pris plusieurs facettes selon là où on l'utilise, comment on l'utilise, et depuis le début d'année avec d'autres outils comme Claude Cowork et OpenClaw qui ont fait parler d'eux et qui ont poussé l'aspect agent d'une manière plus autonome et différente, et voilà, on essaiera d'en parler un peu pour que vous compreniez et que vous voyez aussi si ça a du sens pour vous ou pas, et en tout cas, donner un petit peu les tendances de vers quoi on se dirige, pardon, côté IA, puisque l'agentique a quand même marqué un tournant dans l'IA générative qui elle-même est déjà un bouleversement, tout court. Donc voilà. Merci beaucoup Lulu, pour, voilà, toutes tes explications et nous avoir, clarifié, tout ce sujet. Est-ce que je sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se retrouve justement la semaine prochaine? bah, peut-être juste une petite, enfin voilà, une dernière, enfin une conclusion, c'est aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est pas de se demander si l'intelligence artificielle est intelligente. Et pour faire le point avec ce que tu dis, c'est qu'est-ce qu'on accepte de lui déléguer et où est-ce qu'on la met dans nos process, dans nos vies, et surtout avec quelle garantie? Posons-nous les bonnes questions. On a vu avec cet épisode que concrètement, on sait pas. Mais on arrive à comprendre un peu plus comment c'est construit, ce que ça implique, et Et oui, à garder voilà, en tête qu'elle est pas fiable par essence, qu'elle peut être très utile dans plein de situations, mais qu'il faut jamais se reposer entièrement à elle et continuer à utiliser nos cerveaux à nous et nos neurones à nous oui! pour s'en servir voilà, d'une bonne manière et s'en servir aux bons endroits aussi. Merci Lulu. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou bonne fin de journée selon quand vous nous écouterez. N'hésitez pas à venir nous contacter et discuter avec nous sur LinkedIn, sur Insta ou directement par mail. Voilà, si vous voulez nous partager des choses, nous donner aussi des idées de sujets que vous aimeriez voir abordés, ou si vous avez des questions par rapport aux épisodes qu'on a déjà fait, aux sujets qu'on a déjà traités, on sera ravis d'y répondre dans de prochains épisodes. Merci à tous et à toutes, et à la semaine prochaine pour le dernier clic.